Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre nouvelle édition consacrée aux actualités sociales, celle du mois de juillet 2024. Très heureux de vous retrouver. Il est 9h29. Comme à l'accoutumée, je vais laisser encore trois petites minutes pour permettre à toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre de le faire correctement, dans de bonnes conditions techniques. Et merci pour votre fidélité et votre assiduité à ce rendez-vous mensuel. Vous êtes toujours aussi nombreux à vous y inscrire. Voilà, donc si vous le voulez bien encore peut-être quelques instants, voilà, 1 ou 2 petites minutes et nous pourrons bien évidemment engager nos échanges. Merci, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vois que la jauge des connectés progresse. Parfait, très bien. Il y aura peut-être un petit embouteillage, mais c'est la période, si je puis dire. Certains d'entre vous peut-être connaîtront ces malheureuses circonstances, si je puis dire, mais qui sont coutumières lors de départs prochains. 31, 9h31, encore une toute petite minute. Voilà, 9h32. Merci, bonjour et rebonjour à toutes et à vous tous. Bienvenue à cette nouvelle édition consacrée aux actualités sociales pour ce mois de juillet qui sera le dernier avant une pause estivale, je pense bien méritée, mais une pause estivale qui ne sera pas forcément de tout repos. Et je vais vous dire dans un instant pour quelle raison, en dévoilant bien évidemment le... Alors, voilà, cela fonctionne correctement. En dévoilant le sommaire, donc je vous indiquerai ce qu'il en est du calendrier législatif au regard de la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous reviendrons également sur un événement majeur et mondial qu'est l'organisation des Jeux Olympiques par Paris. Alors on dit Paris, effectivement c'est la ville principale, mais vous savez sans doute que certaines épreuves vont bien au-delà de la seule région parisienne. Quelques mots sur la réforme des IJSS, et pour savoir où nous en sommes. Un point d'actualité afférent mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel, chose assez essentielle. Quelles sont les sanctions éventuellement en cas d'inobservation d'inscription de ces mentions obligatoires? Des informations complémentaires et deux décisions de la Cour de cassation qui me semblaient pertinent d'aborder avec vous. Alors, vous savez quelle est la situation institutionnelle du pays, hein, depuis notamment le 9 juin qui correspondait au scrutin pour les élections européennes et plus précisément, bien évidemment, les élections au Parlement européen. Au soir du 9 juin, le président de la République a informé la nation de la décision prise de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale et, de facto, bien évidemment, à l'engagement d'un nouveau processus électoral, et cette fois-ci portant sur la désignation ou l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ce scrutin doit se faire en 2 tours, le 30 juin, c'est-à-dire dimanche dernier, et pour le second tour, le 7 juillet, dans 48 heures. Cela étant, dans le calendrier qui a été annoncé, également,
la rentrée parlementaire pour les nouveaux élus ou réélus, le cas échéant, en tous les cas pour la nouvelle législature, se fera le 18 juillet. À l'occasion de cette journée de rentrée parlementaire, sera élu le président de l'Assemblée nationale et élu les présidents de chaque groupe parlementaire. Alors, ils peuvent être assez nombreux, hein, puisque vous savez que progressivement, on a réduit le nombre de députés requis pour la constitution de chaque groupe. S'en suivra bien évidemment, mais quelque chose qui nous est aujourd'hui dans l'impossibilité la plus totale d'imaginer, eh ben, le programme des travaux parlementaires. Entre-temps, qu'en est-il, avant d'en venir sur le futur, qu'en est-il des textes qui faisaient l'objet d'un examen parlementaire et notamment de la part des députés? Eh bien, il y a ce que nous appelons la caducité de ces travaux-là, c'est à la date de la dissolution, c'est-à-dire que tous les textes que notamment l'Assemblée nationale devait examiner ne le seront plus, ne seront plus présentés. Il y a fin d'une précédente législature et il y en a une nouvelle qui sera installée à la date du 18 juillet. C'est cette nouvelle législature qui sera saisie bien évidemment des textes présentés par le gouvernement. Entre-temps, qu'est-ce que cela impacte? Eh bien, nous avions examiné au mois de juin dernier, donc avant l'annonce de la dissolution, les propositions de simplification, de la loi de simplification, en ce qu'elle comportait ce fameux article 7 concernant le bulletin de paye hyper simplifié, dont on rappelle qu'il devait entrer en vigueur justement le 1er janvier 2027. Ce texte-là, n'étant pas arrivé au terme du processus parlementaire, est devenu caduc. Alors, est-ce qu'il sera repris ou non? Il était défendu par le ministre de l'économie, toujours en place, hein, jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. Ben, point d'interrogation. La probabilité est sans doute assez réduite, mais on ne peut pas écarter, bien évidemment, l'hypothèse. Seul ce qu'il en adviendra des textes qui seront adoptés par le nouveau gouvernement permettra de donner plus de visibilité. Il en va de même de la réforme des IGSS. Mais alors, la réforme des IGSS sur laquelle je reviendrai ultérieurement, si on devait retenir les pistes qui avaient été présentées par la Cour des comptes, supposait une réforme qui devait être inscrite dans le projet de loi de financement de sécurité sociale 2025. Alors, bien évidemment, ce projet de loi s'impose, quelle que soit la majorité en place, et le gouvernement s'impose. Il est comme le projet de loi de finances, l'un des deux budgets de la nation, loi de finances l'État et loi de financement de la sécurité sociale, bah, bien évidemment, notre le régime de protection sociale. Tant à la fois, c'est ça, pour les deux cas d'ailleurs, hein, les recettes et les dépenses. Donc, le texte sera forcément présenté à l'automne. Est-ce qu'il reprendra éventuellement quelques pistes proposées par la Cour des comptes pour procéder à une réforme des IGSS? On l'ignore totalement. Encore une fois, bien évidemment, tout cela supposera d'attendre et de patienter jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement. Pour rappel également, alors la rentrée parlementaire est assez tardive, hein, contrairement à ce qu'on a pu connaître par le passé, puisque vous savez que à chaque élection législative, généralement, bien évidemment, alors d'abord, chaque élection présidentielle suivie d'élections législatives, puisque les deux mandats présidentiels et de la députation ont la même durée, 5 ans, c'est un mandat quinquennal, et ils ont été alignés pour permettre, bien évidemment, de donner au nouveau président de la République une majorité, au moins à l'Assemblée nationale. Parlementaire, non, parce que c'est une majorité d'opposition qui existe actuellement au Sénat, mais au moins à l'Assemblée nationale. Compte tenu de la date de dissolution, ben, bien évidemment, les élections ont eu lieu plus tardivement que habituellement, il y a quasiment un mois d'écart, et une rentrée parlementaire plus tardive, celle du 18 juillet, et non pas début juillet. Et comme à l'accoutumée, à chaque nouvelle majorité et installation d'un nouveau gouvernement, il y a un certain nombre de dispositions, de mesures qui sont prises dans ce fameux calendrier dit des 100 jours, qui rappelle d'autres épisodes de notre histoire, mais cela suppose assez probablement que la nouvelle majorité
et le nouveau gouvernement travaille sur un projet de loi de finances rectificatif, voire même un projet de loi de financement social rectificatif. Le premier est fort probable, le second, pourquoi pas, c'est arrivé par le passé. C'est moins fréquent qu'une révision de la loi de finances pour l'année 2024, ou à tout le moins pour l'année en cours. C'est moins fréquent, mais non pas exclure. Eh bien, ça suppose également, et cela induit des travaux, des suivis, de la veille, de l'analyse durant l'été, parce qu'une rentrée parlementaire le 18 juillet, le temps bien évidemment que le Parlement soit saisi des nouveaux textes, des nouveaux projets, qu'il en fasse l'examen, vous voyez, même si c'est une procédure accélérée, et la procédure accélérée est toujours de facto attachée au projet de loi de financement de la sécurité sociale et projet de loi de finances, toujours, en permanence. Il n'y aura pas de double lecture de chacune des deux chambres, il n'y aura toujours qu'une seule lecture et une nouvelle lecture pour éventuellement examiner le texte issu de la commission mixte paritaire en tas de différences de projets de loi et de textes adoptés par l'une des deux chambres, ou par les deux chambres. Ça nous reporte dans un calendrier assez tardif, ça suppose bien évidemment que nous aurons très certainement une deuxième quinzaine du mois de juillet très occupée et une première quinzaine du mois d'août qui ne le sera pas moins. En n'excluant pas que certaines mesures doivent faire l'objet de décrets d'application pour pouvoir être mises en œuvre. Et bien évidemment que le gouvernement travaille sur à la fois la défense des textes qu'il soumet au Parlement et à la fois dans la préparation de ces décrets d'application. Vous voyez que cette dissolution, bien évidemment, ne nous permet plus de nous projeter avec autant d'aisance et de clarté sur nos travaux futurs, et encore moins, bien évidemment, jusqu'à la fin de l'année, puisque autant on pouvait l'imaginer, comprendre quelle était la volonté, les volontés des différents ministères dans le cadre de la majorité actuelle, c'est beaucoup moins probable dans le futur. Notez à titre d'exemple que le Premier ministre a décidé de supprimer la réforme de l'assurance chômage, ce qui présuppose aussi que d'autres dispositions, d'autres projets prévus par la majorité actuelle fassent l'objet également de reports, le temps, j'imagine, de trouver quelques modalités d'adaptation ou d'amendement. Bon, voilà ce qu'il en est du calendrier, des effets de cette dissolution sur les travaux parlementaires, et à la fois, quand je dis les travaux parlementaires, par ricochet, bien évidemment, sur nos propres activités. Et sur la nécessité de les planifier lorsque ces mesures seront prises, bien évidemment, dans le calendrier des travaux de nos différents plans d'adaptation des SIRH. Donc, je pense que à la rentrée, je vous donnerai la date d'ailleurs à la fin de notre session, à la rentrée au mois de septembre, nous aurons très probablement beaucoup de choses à nous dire, soit à la fois sur ce qui a été abandonné définitivement ou pas, réaménagé, et à la fois, bien évidemment, toute nouveauté en perspective, adoptée ou en cours d'adoption par la majorité parlementaire. Le 26 juillet prochain vont débuter les Jeux olympiques que Paris organise, et ensuite, fin août jusqu'à début septembre, les Jeux paralympiques, ce qui nous donne une période assez longue, hein, bien évidemment, de mobilisation d'un certain nombre de forces et d'activités pour l'organisation de ces Jeux olympiques, à la fois publics et privés, et des impacts forts, vous le savez très certainement, déjà en matière de transport, et puis bien évidemment d'activités pures dans les zones géographiques, dans les périmètres géographiques de ces Jeux olympiques. Peut-on recourir à l'activité partielle? Alors, il est vrai que la simple organisation des Jeux olympiques ne constitue pas un motif de recours à l'activité partielle, en aucune manière. Elle n'est pas listée
dans les causes prévues par le Code du travail pouvant être à l'origine de la mise en activité partielle des salariés. On rappelle que les motifs de recours visent à compenser une réduction ou une suspension temporaire d'activité en raison, nous dit la loi, de la conjoncture économique, des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, la transformation, restructuration, modernisation de l'entreprise ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel. On ne saurait, bien évidemment, on ne saurait pas considérer que l'organisation des Jeux olympiques constitue un caractère exceptionnel. Alors exceptionnel dans la vie de la nation, sans doute, parce que bien évidemment l'attribution à un pays de ces Jeux olympiques n'est pas récurrente, ça ne revient pas de manière répétitive à une certaine périodicité. La preuve, c'est que Paris ne les a pas eus depuis un siècle. Mais, et de facto, la désignation de Paris comme ville organisatrice, et l'engagement de l'État s'était fait, cette désignation est assez ancienne, elle date de plusieurs années, donc ça permettait de se projeter dans cette organisation-là. Donc, on va exclure de recours à l'activité partielle l'entreprise qui est affectée par l'organisation et la tenue des Jeux olympiques ou par les restrictions de circulation. Périmètre parisien, et je dirais même les conséquences, en dehors du contrôle de la circulation dans certaines zones géographiques, les conséquences, bien évidemment, en dehors de ces zones géographiques et tout particulièrement de la région parisienne, vont être substantielles, extrêmement importantes en termes de circulation. Néanmoins, il ne sera pas sur ces motifs-là et pour ces motifs-là, bien évidemment, possible de recourir ces partiels, même de manière dérogatoire et temporaire. Le gouvernement n'a pas imaginé de pouvoir très exceptionnellement compléter, bien évidemment, la liste que vous avez sous les yeux et pouvant être la cause du recours à l'activité partielle. Alors, quelques exceptions. L'exception, alors l'une des premières, c'est la fermeture ou les fermetures administratives liées à la cérémonie d'ouverture. Voilà. Donc, ce qu'on nous annonce est une cérémonie d'ouverture qui doit se dérouler sur la scène. J'imagine que bien évidemment que pour des raisons de sécurité, un certain nombre d'établissements autour de ce périmètre géographique devront impérativement fermer. On doit également, en tout état de cause, pour toute demande, y compris dans ces situations d'exception, justifier pour pouvoir prétendre à l'activité, le recours à l'activité partielle, justifier d'une baisse significative de l'activité, et donc bien évidemment dire en quoi cette fermeture a constitué une baisse significative. Le fait est, c'est que bien évidemment la fermeture pour une journée liée à la cérémonie d'ouverture, potentiellement, le caractère significatif de la baisse de l'activité n'est pas forcément toujours établi et de manière assez, assez importante ou assez sensible. En tout état de cause, l'administration se réserve bien évidemment une appréciation cas par cas de la demande préalable de mise en activité partielle. Donc la demande doit se faire avant la survenance de l'ensemble de ces événements. Si vous êtes une entreprise concernée, pour toute ou partie, il vous faut dès à présent et très activement vous préoccuper, le cas échéant, des incidences de l'organisation de ces JO. La demande doit se faire au motif de la conjoncture économique, c'est-à-dire non pas liée à l'organisation des Jeux olympiques, mais de ses conséquences. C'est dire là, soudainement, j'ai une réduction de mon activité, bien évidemment, de mon chiffre d'affaires, et je ne peux pas faire face à mes charges salariales en raison de la réduction de mes recettes. Et il faut apporter la preuve de l'impact économique par tout document liant la baisse d'activité à l'organisation des JO. Voilà. Vous voyez un peu les difficultés. Donc, le gouvernement et l'État ne s'engagent pas en aucune manière à considérer
de manière automatique, même dans un périmètre défini, que il y aura impérativement une baisse de l'activité avec des conséquences économiques, de conjoncture économique, et donc la nécessité d'engager les deniers de l'État, et notamment la prise en charge de l'indemnité de mise en activité partielle. Il va vous falloir, si vraiment vous considérez que l'organisation de ces JO a un effet significatif sur votre activité et donc une baisse de cette activité, de vous en soucier dès à présent pour pouvoir réaliser toutes les démarches nécessaires, c'est-à-dire d'abord une demande préalable et non pas a priori non pas a posteriori, et bien évidemment être prêt à faire la preuve qu'il y aura bien une baisse significative de votre activité et des conséquences économiques. Voilà, Maïla, je ne sais pas s'il y a peut-être sur nos deux premiers points, calendrier législatif Pour et l'instant, aucune JO, question. des questions. Pardon, pas de questions. Oh, non, pour l'instant, non. Merci bien, Maïla. Sujet suivant, réforme des IUSS. Alors, où en est-on sur cette réforme? Pour rappel, un décret du 12 avril 2021 est venu réviser le calcul des indemnités journalières maladie maternité. Alors, je vous avoue que c'est un texte qui, à l'époque, maintenant il y a 3 ans, mais qui à l'époque nous a très fortement surpris parce que, alors que nous avions et nous continuons à avoir autant que possible d'excellentes relations avec la direction de la sécurité sociale, n'avait fait l'objet d'aucune consultation auprès des opérateurs de paye pour en vérifier la faisabilité dans les meilleures conditions. Et pour ne rien vous cacher, lors d'une réunion de travail sur ce sujet, mais a posteriori, hein, postérieurement à la publication du décret au journal officiel, on s'est rendu compte que même la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, n'avait pas été consultée, avait découvert cette réforme lors de sa publication au JO le 13 avril, excusez-moi. Le décret du 12, publication au JO le 13 ou 14 et mise en œuvre le 15 de mémoire. Ce texte instaurait tant à la fois une phase transitoire et une phase définitive. Cette phase transitoire courait de l'entrée en vigueur du décret jusqu'à une date initialement fixée au 30 septembre 2022. Cette date du terme de la phase initiale avait été reportée au 31 mai 2024, tout simplement parce que la CNAM n'était pas forcément en mesure de répondre à la nouvelle réglementation pour ce qui concerne sa phase définitive. Alors, pour en revenir sur cette phase transitoire, que nous dit le décret? Il nous dit la chose suivante, c'est que le revenu de référence pour le calcul des JSS est tiré du revenu d'activité journalier perçu durant la période de référence, tenant compte des jours calendaires travaillés. Ou en l'absence de revenus durant la période de référence, prise en compte des revenus d'activité journalier depuis la fin de la période de référence. Alors, la période de référence n'a pas été modifiée. Il s'agit toujours des 3 mois civils antérieurs au début de l'arrêt de travail. Donc, le salarié tombe malade le 15 juillet, c'est un lundi, ça tombe bien, le 15 juillet, les 3 mois qui précèdent, civils, pour lesquels je vais les rechercher bien évidemment, les salaires de référence, seront les mois d'avril, mai et juin. Et nous dit-on, en l'absence de revenus durant la période de référence, prise en compte des revenus d'activité et journée depuis la fin de la période de référence, de quoi s'agit-il? Prenons le cas d'un salarié qui a débuté son activité dans l'entreprise le 1er juillet. J'ai une totale absence de revenus sur la période de référence, c'est-à-dire les 3 mois qui précèdent, avril, mai, juin. Eh bien, je devrais tenir compte des revenus d'activité journaliers depuis la fin de la période de référence, c'est-à-dire les revenus acquis au titre de la période courant du 1er juillet au 14 juillet. Dimanche, peu importe, quelques actifs, même le dimanche.
C'est cela ce que signifie ce texte. Il y a un peu la difficulté. Alors vous allez me dire, mais généralement, nous ne tiendrons pas compte des IJSS pour un salarié qui vient d'arriver assez récemment dans l'entreprise, puisque nous n'aurions pas à déterminer de maintien de salaire en raison d'un défaut d'ancienneté. Vous avez entièrement raison. Sur une base légale, le maintien de salaire, l'ancienneté requise est d'1 an, et dans les conventions collectives, c'est généralement 6 mois. Quelques exceptions d'abord, parce que vous avez des entreprises qui prévoient, alors sans doute dans les très grandes structures, mais elles existent, qui prévoient parfois une prise en charge dès le premier, sans condition d'ancienneté, donc dès le premier jour d'activité du salarié. Et d'autre part, vous avez également le régime local dit d'Alsace-Moselle, qui ne fixe pas de conditions d'ancienneté non plus pour le maintien de salaire du salarié. Donc, il peut y avoir ici ou là quelques situations d'exception sur lesquelles nous devons impérativement travailler. La phase définitive, disais-je, débute au 1er juin 2024 et l'appréciation des revenus d'activité se fait sur une base calendaire. Et bien évidemment, c'est tout le débat que nous avons eu lorsque nous avons eu quelques échanges avec l'administration de ce que nous devons entendre impérativement par base calendaire. Je pense que les choses sont clarifiées. Finalement, toujours compte tenu des difficultés d'adaptation du système d'information de la CNAM, d'une part, d'autre part, également, en raison d'une certaine pression plus ou moins amicale des éditeurs, parce qu'il nous fallait bien évidemment recevoir réponse d'un certain nombre d'interrogations qui avaient été adressées tant à la fois à la Direction de sécurité sociale qu'à la CNAM, eh bien, la phase définitive est abandonnée. Alors, on qu'on est passé d'un report à un abandon total. Nous aurait-il fallu, bien évidemment, que ces informations, ces précisions, compléments de mise en œuvre, nous soient adressés au plus tard 3 mois avant l'entrée en vigueur de cette phase définitive. Donc, je vous rappelle qu'elle avait été fixée au 1er juin, et 3 mois, ça veut dire mars, avril, mai. Et qu'au mois de février, nous n'avions toujours rien. Bon. Alors, phase définitive abandonnée, très bien. Et en même temps, on comprenait aisément que la volonté exprimée par le gouvernement actuel d'imaginer une réforme du calcul des IGSS, là aussi sous l'impulsion toujours du ministre de l'économie, eh bien, conduisait à certaines adaptations de nature législative que j'évoquais tout à l'heure, et que fallait-il encore patienter jusqu'à en connaître plus de ce projet-là dans le cadre du projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2025. Bon, maintenant, qui comprendra ou pas, bien évidemment, cette réforme des IGSS, tout dépendra du nouveau gouvernement quand il sera nommé, mais en tout état de cause, il y a une corrélation incontestable entre l'abandon de cette phase définitive et de ce qui avait été imaginé par le gouvernement jusqu'à présent. Eh bien, quelles en sont les conséquences? Alors, c'est vrai que le Net Entreprise nous informait bien évidemment de ce que la sécurité sociale, la direction de la sécurité sociale, confirmait la publication d'un prochain décret supprimant les dispositions dites cibles. Le décret n'est toujours pas paru à ce jour, mais nous prenons pour argent comptant ce que nous dit Net Entreprise, d'abord parce que je pense qu'il ne serait pas engagé, bien évidemment, sans en avoir la certitude auprès des autorités compétentes et en la matière ici auprès de la direction de la sécurité sociale. Et d'autre part, ça correspond effectivement à ce que nous attendions en tant qu'éditeur de paye. Donc, quelles en sont les conséquences? Eh bien, bien évidemment, c'est que les dispositions de la phase cible ou définitive, peu importe comment on l'appelle, sont dépourvues de portée, ils sont annulés, on n'en fait plus rien, et que de facto, ce sont les règles dites de la phase transitoire qui continuent de s'appliquer. Quant à la réforme législative, ce que j'indiquais à l'instant, c'est que nous demeurons en attente, bien évidemment, des projets du futur gouvernement qui sera nommé assez probablement, je pense, dès la semaine prochaine ou dans les tout prochains jours, sans doute la rentrée parlementaire. Mais sa nomination ne nous donnera pas forcément d'orientation sur ces projets, avant sans doute, bien évidemment, une déclaration de politique générale, comme à l'accoutumée, si elle devait se faire,
comme il en est d'habitude à chaque nouvelle rentrée parlementaire ou chaque nouvelle plutôt nomination d'un gouvernement. Maïla, je pense qu'il n'y a pas forcément de questions, si? Je ne t'entends pas, Maïla. As-tu coupé sans doute ton micro? Sans doute encore des difficultés de micro. Stella, n'hésite pas à voir. J'ai pas de visibilité hein, quand tu es en présentation. Est-ce que vous m'entendez? Stella, tu m'entends? Oui, oui, on t'entend, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Je poursuis donc. Mention obligatoire du contrat de travail à temps partiel. Alors, quand on est en formation, je procède à quelques interactions et je pose la question de savoir si vous connaissez ces mentions obligatoires. Bon, on va en refaire la lecture de la liste. D'abord, c'est obligatoirement un contrat écrit, hein, de manière impérative. Voilà. Il faut absolument que le contrat de travail soit écrit. Alors, il est vrai que les juges laissent une certaine souplesse en cas de défaut d'écrit à ce que l'employeur apporte la réalité de ce contrat à temps partiel par d'autres moyens de preuve. Et en même temps, la loi fait obligation de mentions obligatoires dans cet écrit, à savoir la qualification du salarié, les différents éléments constitutifs de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de l'activité du salarié, sauf si, bien évidemment, il entre dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail, un ATT ou un OTT, un accord d'organisation du temps de travail, qui serait pluri-hebdomadaire. Hein, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, je le dis entre guillemets, l'annualisation du temps partiel. La répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois, les cas de modification de la répartition, les modalités des communications par écrit des horaires et les limites d'accomplissement, pardon, je tiens vraiment à mon application, les limites d'accomplissement des heures complémentaires. Donc vous les connaissez, hein, c'est en termes de limites, c'est 1/10 sur une base légale de la durée initiale et 1/3 lorsque la convention collective le prévoit expressément dès lors qu'elle a été étendue. Que se passe-t-il lorsque l'employeur ne répond pas à ces exigences et à ces contraintes légales? Eh bien, le principe est celui d'une requalification du contrat de temps partiel en temps plein, requalification en cas de défaut d'écrit, c'est généralement ce que retiennent les juges parce que l'employeur n'est plus en mesure d'apporter la preuve qu'il y avait initialement un contrat à temps partiel. Et lorsque il y a défaut de modalités de répartition et des modalités de communication des horaires de travail, il n'y a pas de requalification automatique en contrat à temps plein. Il n'y a pas d'automaticité dans la dénaturation du contrat. Et donc, il est possible pour l'employeur d'opérer un renversement de la requalification s'il apporte la preuve de l'établissement d'une durée hebdomadaire ou mensuelle et si le salarié, c'est cumulatif, et si le salarié était dans la possibilité de prévoir le rythme de travail. Alors, la possibilité de prévoir le rythme de travail, c'est le caractère répétitif de ce rythme. Si au bout de plusieurs semaines et de plusieurs mois, le salarié a toujours respecté un certain rythme de travail, que l'employeur peut en apporter la preuve d'ailleurs, hein, par ce relevé d'activité, et qu'il y a bien l'établissement d'une durée hebdomadaire ou mensuelle, comparable à d'autres salariés à temps partiel et selon les mêmes modalités. A-t-il commis omission et défaut de formalisme que pour ce salarié en particulier? Et s'il apporte également la preuve que l'ensemble des salariés à temps partiel poursuivent une activité selon un même rythme de travail et durée du travail, bien évidemment, là, il y aura un renversement de la qualification.
Et le salarié ne pourra pas se prévaloir, en tout cas, du simple défaut de formalisme pour obtenir requalification de son contrat à temps plein. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette mention obligatoire. Je vous rappelle également, j'ai eu l'occasion de le dire par le passé, que l'atteinte par le salarié, ne serait-ce qu'une seule fois, d'une durée à temps plein, et notamment sur une semaine, eh bien, lui permet d'obtenir la requalification immédiate de ce contrat à temps partiel en temps plein. Et vous voyez donc que les conséquences ne sont pas du tout les mêmes, selon que l'on parle du formalisme ou selon que l'on parle de la durée du travail, parce que dans le second cas, à contrario, il y aura une requalification immédiate. Il ne peut pas y avoir de renversement de la requalification parce que l'employeur ne pourra pas apporter la preuve contraire dès lors que le salarié lui-même a apporté la preuve de l'atteinte de la durée légale ou de la durée à temps plein exercée dans l'entreprise. Quelques informations complémentaires, deux d'entre elles. Notez que le taux AGS est passé depuis le 1er juillet dernier de 0,20% à 0,25%. Que Net Entreprise nous informe, vous avez sous les yeux, donc vous le recevrez également lors de l'envoi du support et de l'enregistrement, nous apporte des éléments d'information sur l'adaptation et la mise à jour des tables CTP, donc mise à jour confirmée début juillet du CTP 937 et DSN déposé début juillet, mi-juillet ou plus tard pour l'exhibilité 05-15, c'est-à-dire au 05-15 août, oui c'est ça, oui, 5 ou 15 août selon la date d'exigibilité, effectivement. Tiendront compte des bons taux. Enfin, quelques évolutions de nature réglementaire. L'abondement à plan de un PPE. Voilà, le terme m'échappe. Désolé. PER, plan d'épargne retraite. PPE, ça m'échappe. Les limites d'abondement de l'employeur sans condition de versement par le salarié sont relevées puisque jusqu'à présent la limite était de 2% du PAS et on relève cela au même plafond que la PPV, la prime de partage de la valeur, selon les cas 3 000 ou 6 000 euros selon qu'on ait signé ou non un accord d'intéressement, et en tout état de cause, pour que l'employeur puisse bénéficier sans, bien évidemment, assujettissement, sans modifier le régime social et fiscal des sommes, il doit opérer un versement uniforme à tous les salariés, sous condition d'ancienneté, bien évidemment, qu'il peut instaurer. Mais dès lors que la condition d'ancienneté est respectée, le montant de l'abondement doit être identique à l'ensemble des salariés. Des questions sur ce que nous avons vu, Maëla? Non, d'ailleurs, désolée, j'ai eu un petit souci technique juste avant, mais c'est bon, il n'y a pas de questions. Très bien, merci. J'avais saisi, Maëla, merci. Deux décisions de jurisprudence qui me paraissent d'intérêt pour ce mois de juillet. La première, il était peut-être utile d'ailleurs rafraîchir un peu l'esprit, sans doute toujours de l'avoir à l'esprit, dans la continuité, bien évidemment, du calcul des JSS qui nous occupera si la réforme est maintenue, alors sous une forme ou sous une autre, je ne sais pas, mais sans doute pour la fin de l'année et le début de l'année suivante, c'est les salaires de référence à retenir pour le calcul de ces IJSS. Alors pour rappel, hein, je vous l'indiquais tout à l'heure, pourquoi les IGSS, c'est l'incidence de la mise en activité partielle. Et c'est pas le salaire de référence des IGSS. Il doit y avoir une erreur dans le titre, puisqu'il s'agissait des indemnités de licenciement plutôt que des références des IGSS.
3 derniers mois ou salaire moyen déterminé au plus favorable des 12 ou 3 derniers mois de salaire. Alors, qu'en est-il lorsqu'il y a une mise en activité temps partiel thérapeutique? Donc, concernant spécifiquement, bien évidemment, l'indemnité de licenciement. Bien évidemment, en cas de mise en activité à temps partiel thérapeutique, on observe une réduction de la rémunération qui est purement proportionnelle à la durée du travail. Donc, in fine, si on opère une application stricte des règles de calcul, ça signifie que pour la période considérée, de 12 ou 3 derniers mois, on a forcément une assiette abattue de l'absence du salarié. Mais si je tiens compte d'une assiette abattue sur cette période des 12 ou 3 derniers mois, ça signifie que l'indemnité de licenciement sera réduite du fait de l'état de santé du salarié qui l'a tenu éloigné de son poste de travail et donc qui a conduit à une réduction de sa rémunération. Et les juges considèrent qu'en tout état de cause, une application stricte de ces règles conduirait à une violation de l'interdiction de toute discrimination liée à la santé du salarié. Donc, quelle est la position in fine de la Cour de cassation? C'est qu'elle confirme ici la même jurisprudence qu'elle avait établie en cas d'arrêt de maladie précédant la rupture du contrat, et que ce qu'il convient de faire, c'est de prendre en compte les seules rémunérations antérieures à l'arrêt de travail. En clair, alors que ce soit maladie ou temps partiel thérapeutique, elle fait la même application du principe du respect de l'absence de toute discrimination liée à la santé du salarié, et en clair, doivent être écartés tous les mois où le salarié a connu une réduction de sa rémunération du seul fait bien évidemment, de son absence maladie ou temps partiel thérapeutique. Je rappelle également qu'il y a manifestement une réduction de la rémunération, même lorsque le salaire est maintenu à 100%, parce que ce salaire maintenu à 100% l'est sous déduction des IJSS et éventuellement des IJ prévoyance, s'il devait y en avoir également, parce que généralement ils prennent plutôt le relais du maintien de salaire. Ça signifie que, en réalité, la charge salariale pour l'employeur est limitée, puisque même si le texte conventionnel prévoit expressément un maintien à 100%, cette valeur correspondant à 100% de la rémunération est elle-même réduite du versement des IJSS. Donc, il faut écarter ces périodes-là pour ne retenir que les mois durant lesquels le salarié a perçu une rémunération pleine. Alors, lorsque des arrêts de travail sont successifs, enfin, pardon, pas successifs, mais il peut y avoir un arrêt de travail, une reprise d'activité, un arrêt de travail, une reprise d'activité. C'est-à-dire qu'entre 2 arrêts de travail, au cours des 12 derniers mois, vous avez une reprise d'activité, à plusieurs reprises ou non, bah bien évidemment, on ne va pas rechercher les 12 mois antérieurs au premier arrêt, parce qu'il n'est pas impossible que pour un même salarié, vous ayez au cours d'une même période de 12 mois glissante, civile ou tout ce que vous voulez, bien évidemment des arrêts de travail. Il faut en réalité rechercher les périodes mensuelles ayant donné lieu au versement plein et entier du salaire, tout simplement. Voilà. Donc il faut les regarder et les sélectionner. Voilà pour cette décision. Une autre a trait à la question de la compensation salariale, alors assez intéressante parce que dans une deuxième diapo, les quelques observations. Que dit la loi en termes de compensation salariale? J'ai le texte sous les yeux. En dehors des cas prévus au troisièmement de l'article L3251-2. Que vise-t-il ce troisièmement? Il vise les sommes avancées pour l'acquisition d'outils et instruments nécessaires au travail et matières et matériaux dont le salarié a la charge et l'usage. Donc, en dehors de ces cas-là, de ces sommes avancées dans ce cas de figure, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le 10e du montant des salaires exigibles. Alors que je regarde le salaire que je vais verser et je ne peux pas aller au-delà d'un 10e. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie cessissable ou cessible. Voilà. Donc, il n'y a pas de confusion
entre les règles afférentes à la compensation limitée au dixième et les règles afférentes à celles qui permettent de résoudre le caractère, ou plutôt la ressaisie sur salaire, les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. Et donc là, ça veut dire que la compensation peut se faire. Dans l'affaire qui nous intéresse, l'employeur a payé des cotisations salariales. Il a payé des cotisations salariales correspondant au financement de la complémentaire santé durant l'arrêt de travail. C'est-à-dire que durant cet arrêt de travail, le salarié ne percevait plus aucune somme, peut-être au-delà bien évidemment des obligations de maintien de salaire, et l'employeur a pour sa part maintenu le financement de la complémentaire santé, afin que le salarié n'en soit pas dépourvu ou démuni si le cas échéant il devait y avoir encore d'autres prises en charge de frais de santé pour lui-même ou pour sa famille. Qu'a fait l'employeur? Au retour du salarié dans l'entreprise, il a procédé à une compensation intégrale. C'est-à-dire qu'il a fait la somme de toutes les cotisations salariales qu'il a payées pour le salarié, et il dit en une seule fois, je procède à la compensation, en l'occurrence par une reprise intégrale. Et la question posée ainsi à la Cour de cassation était de savoir si l'on devait procéder à la compensation dans la limite du dixième ou dans celle de la saisie arrêt. Les juges, même de la Cour d'appel, ont donc automatiquement considéré, et même sans doute bien évidemment ceux de le Conseil des prud'hommes antérieurement, ont considéré qu'en tout état de cause, il ne pouvait pas y avoir de compensation intégrale. Néanmoins, pour les juges de la Cour d'appel, il y avait lieu de procéder à une compensation dans la limite du dixième, c'est-à-dire dans le cadre des dispositions légales que je vous énonçais, dont je faisais lecture à l'instant. Pour la Cour de cassation, il convenait en réalité d'avoir une lecture différente des textes, parce qu'elle considère que le paiement de cotisation salariale est non constitutif d'une avance en espèces, et dès lors que l'on n'entre pas dans le cadre d'une avance en espèces, alors la compensation dans la limite dite de la règle du dixième n'est plus applicable. En conséquence de quoi, bien évidemment, l'employeur pouvait réaliser une compensation salariale, mais ne pouvait la faire dans ce cadre de figure, que en application des règles dites de saisie-arrêt. Deux observations. La première, c'est que les règles de saisie-arrêt peuvent être activées par l'employeur pour des compensations à son profit sans décision de justice. Donc, il n'y a pas forcément de lien entre, d'une part, les saisie-arrêt sur salaire et la nécessité impérative qu'ils ne puissent être activés que sous condition d'un acte de justice. En aucune manière. Donc, je vous rappelle d'ailleurs qu'ils peuvent l'être maintenant par la voie des commissaires de justice depuis la dernière réforme sur les saisies-arrêts. Et d'autre part, le versement du salaire à un salarié malade, et ça c'est un rappel, en raison des périodes de recueil, un -1 doit être compensé sur la règle du dixième. Pourquoi? Parce que prenez l'hypothèse d'un salarié au mois de juillet malade. Lorsque vous êtes en période de recueil M-1, l'activité ou l'inactivité du salarié. Alors, inactivité, il est malade. Activité, c'est la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires. N'est porté à votre connaissance que lorsque vous allez chercher ces informations lors de la réalisation de la paie du mois d'août. Constat fait, c'est que le salarié est absent tout le mois. À supposer que, bien évidemment, il n'ait plus de maintien de salaire, qu'il ait perdu tous ses droits, il aurait été simple, aisé,
et je sais que la pratique est effective hein, dans certaines entreprises, c'est de dire, bah, on t'a déjà payé ton mois, on t'a payé le mois de juillet alors que tu étais absent, nous compensons par une retenue totale au mois d'août. Il y a incontestablement persistance de ce type de pratique dans bon nombre d'entreprises. On rappellera que depuis maintenant un certain temps, la Cour de cassation considère que cette pratique qui conduit à ne retenir qu'avec un mois de décalage l'absence du salarié, et ce qui signifie qu'au cours du mois où il a été absent, on n'ait pu verser le salaire dans sa totalité, dans l'attente de connaître la réelle situation du salarié, de disposer de l'information, eh bien, constitue pour les juges une avance sur salaire et oblige, bien évidemment, en réalité, à compenser que dans la limite du dixième du salaire exigible, c'est-à-dire dans la limite du dixième du salaire du mois d'août, en quelque sorte. C'est beaucoup de contraintes. D'une part, ça signifie qu'en réalité, la compensation pleine et entière de l'absence du salarié n'ayant pas donné lieu à rémunération pour tout ou partie ne peut se faire que de manière échelonnée dans le temps. Et ça prend du temps de récupérer toutes ces sommes. Et que d'autre part, nous savons que l'administration du travail est sensible au respect de la solution dégagée par les juges et de leur lecture des textes, en ce que eux-mêmes, les inspecteurs du travail, contrôleurs du travail, bien évidemment, examinent de près la pratique en la matière en termes de compensation. Voilà, je sais pertinemment que les règles persistent, qu'on n'a pas la pratique immédiate ou la solution de compenser par le dixième. Sachez, ou dans la limite du dixième, en tout état de cause, sachez que bien évidemment, il existe un certain risque. Il existe un risque plus qu'un certain risque, un risque certain. Et que, bien évidemment, le salarié peut en contester la pratique en paye et peut, le cas échéant, solliciter des dommages et intérêts auprès du juge prud'homal. Je reviens juste ici, je crois que j'ai omis de vous dire. Oui, par la même occasion, dans cette décision, la Cour de cassation, c'est une omission de ma part, a rappelé également que les salaires retenus pour le calcul des IJSS, et la chose est d'importance pour nous parce que bien évidemment, ça participe à la détermination du montant à maintenir au titre du maintien de salaire, que les salaires ayant participé au calcul des IJSS sont les salaires qui ont été effectivement perçus par le salarié au cours des périodes retenues. Les trois derniers mois, quand on parle des IJSS, j'en profite. Il n'y a pas de lien directement avec les indemnités de licenciement, mais parce qu'on parle des IJSS. Au cours des périodes retenues, juste pour vous dire que tout rappel de salaire ultérieur est sans incidence sur le calcul des IJSS. Voilà, ça c'est une règle toujours en vigueur. Le salarié percevra toujours le même montant des IJSS, peu importe que l'employeur est venu ou non compléter la rémunération sur les périodes correspondant au calcul des IJSS. Voilà où je voulais en venir. Maëla, des questions à ce stade? Oui, j'ai deux questions. J'ai une question sur la diapo 20 qui est Alors, bonjour, du coup, on reconstitue le salaire comme pour la rupture conventionnelle? oui, non, alors, c'est compliqué. Parce que il y a plusieurs choses. Il y a ce que disent les juges et l'avantage que l'on octroie aux salariés. Ce que disent les juges, c'est que vous n'avez pas à reconstituer le salaire.
vous avez à prendre les périodes de pleine activité, c'est-à-dire qui n'ont pas donné lieu à une réduction de la rémunération du fait de l'absence du salarié. Par contre, rien ne s'oppose à une pratique plus favorable aux salariés qui aurait été celle de la reconstitution du salaire. Pourquoi je dis cela? Prenons l'hypothèse d'un salarié rémunéré au SMIC, tout simplement. Vous avez sur les 12 derniers mois, alors il est licencié au mois de juillet, les 12 derniers mois vont courir du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Vous avez eu des réductions salariales du fait de son absence, et notamment au mois de janvier. Donc de facto, vous allez écarter le mois de janvier, puisqu'il n'a pas eu une rémunération pleine. Et vous allez rechercher ensuite les mois restants, allant même au-delà, antérieurement, du mois de juillet 2023. Et reprendre peut-être le mois de juin 2023 pour avoir une quotité de 12 mois complets. Vous comprendrez que si j'écarte, comme me demandent les juges, le mois de janvier, pour retenir le mois de juin 2023, ça signifie que je repars sur une rémunération pleine, c'est-à-dire que au cours de laquelle le salarié n'a subi aucune baisse de rémunération, incontestablement, contrairement au mois de janvier, mais sur une rémunération du SMIC, sur une valeur du SMIC qui est moins favorable. Donc rien ne vous empêche, vous, en tout état de cause, de reconstituer, puisque c'est plus favorable pour le salarié, de reconstituer le salaire du mois de janvier et de dire, je ne vais pas chercher tous les mois au cours desquels il n'y a pas eu de réduction de salaire, je vais retenir les 12 derniers mois et reconstituer le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé normalement. Rien ne vous y empêche. Je dis tout simplement que l'interprétation qu'il a lieu de donner aux décisions judiciaires et la position de la Cour de cassation, c'est la possibilité pour l'employeur d'écarter des mois incomplets. Mais elle ne s'oppose pas, pour ces mois incomplets, en réalité à la pratique de la reconstitution. Vous voyez un peu la différence qu'il convient d'avoir entre les deux. Et donc, si vous avez la reconstitution, vous avez pour habitude de pratiquer la reconstitution, poursuivez, parce que de toute façon, le salarié n'est pas lésé. Ce que ne veulent pas les juges, c'est que le salarié soit lésé du fait de sa maladie. Et là, vous êtes en train de faire la démonstration qu'il n'est pas lésé puisque je reconstitue son salaire et que son salaire est plus profitable que le seul fait de se référer à des mois complets qui seraient bien antérieurs et pour lesquels il y a une rémunération plus faible. Voilà ce que ça veut dire. Complément ou demander, Maïla, ou questions complémentaires, supplémentaires? Juste merci. Je vous en prie, je vous en prie. J'ai une seconde Pas d'autres question. questions? C'est Pardon? sur la diapo 22. Oui. Doit-on respecter la limite du 1/10 en cas de STC? Oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, ensuite, il y a deux pistes. Enfin, il y en a une qui est plus simple. C'est au moment du STC, établir avec le salarié un échéancier du remboursement de ces sommes restant dues, ou là, pour l'échéancier, vous êtes plus limité au 10e, hein, puisque le 10e, c'est 10e des salaires exigibles. Il n'y aura plus de salaire exigible, puisqu'il ne travaillera plus dans l'entreprise. Et là, vous pouvez exactement aller sur un 10e, hein, et voir avec lui quel serait le montant qu'il pourrait rembourser dans une durée plus ou moins longue en fonction de ses revenus futurs, d'une part. Et c'est la seule façon de faire, je dirais, puisque la règle du 10e doit s'appliquer en cas de STC. Puis ensuite, c'est en cas de refus du salarié ou d'inapplication, d'inobservation de son engagement à rembourser les sommes dans les délais fixés contractuellement, c'est la saisine du juge prud'homal. Il n'y a pas d'autre solution, mais la règle du 10e doit s'appliquer également en cas de STC. C'est simple, hein, c'est 1/10 des salaires exigibles. Alors 1/10, quand vous faites un STC, c'est un peu plus élevé, hein, parce que vous avez les ICCP par exemple, hein, et les indemnités de JRTT, le cas échéant. Vous avez au moins les ICCP. Surtout en cette période de juillet, je pense que beaucoup de salariés n'ont bien évidemment pas fait usage de des congés payés acquis jusqu'au 31 mai.
Mais oui, la règle du 10e doit être respectée en cas de STC, absolument. D'autres questions ou compléments? C'est tout. Merci Maïla. Pas de questions, n'hésitez pas à revenir hein, même sur tout ce que nous avons vu. Je vous rappelle encore une fois, mais je ne cesserai de le faire, je vous invite à suivre. Alors, nous avons été ravis d'accueillir certaines d'entre vous mardi lors d'une session consacrée à l'acquisition et à la prise des congés payés. Sujet qui peut être renouvelé. N'oubliez pas qu'en dehors du catalogue qui vous est proposé ici via toujours le même site d'information que vous avez sous les yeux, nous sommes en mesure de répondre à toute demande sur un thème bien précis, bien particulier, sur lequel vous rencontrez quelques difficultés. Hein. Par exemple, nous serons amenés à traiter très prochainement de la gestion en paye des heures de délégation. Voilà, pas un sujet qui est présenté ici, mais qui a fait l'objet d'une demande spécifique. Donc nous avons travaillé sur le sujet et nous allons pouvoir y répondre. N'hésitez surtout pas à le faire, consultez ce site-là. Je ne cesserai de vous le dire et de vous le répéter à chaque fois. Et certaines thématiques sont même en anglais. Hein, si vous avez des collègues internationaux qui souhaitent en savoir plus sur notre législation nationale, nous sommes en mesure de leur délivrer l'information, y compris dans la langue de Shakespeare. Enfin, je vous laisse quelques instants pour prendre note des rendez-vous du dernier quadrimestre, septembre, octobre, novembre 2024. Prochaine édition le vendredi 6, toujours à 9h30, elles sont toutes à 9h30. Et tout autant que possible le premier vendredi du mois. Celle d'après est fixée au 4 octobre. La suivante au vendredi 8 novembre. Et enfin, la dernière de l'année 2024, le 6 décembre. Alors, ces périodes-là, hein, comme je le disais lors de la présentation du premier thème, celle du mois de septembre nous occupera fortement sur les mesures que devrait prendre le nouveau gouvernement assez rapidement au cours du mois de juillet, dont l'adoption législative s'étalera jusqu'à début août, hein, parce qu'entre une rentrée parlementaire le 18 juillet, la saisine du Parlement, le passage en commission, le passage en examen plénière, et ensuite, bien évidemment, l'examen par le Sénat, puis, le cas échéant, la commission mixte paritaire, puis, le cas échéant, encore une fois, le vote du texte de la commission paritaire et l'éventualité, qui ne serait certainement pas exclue, d'un recours devant le Conseil constitutionnel, vous voyez que le texte entre en vigueur ne le sera sans doute pas avant la deuxième quinzaine du mois d'août, le cas échéant, et au risque même peut-être, puisque le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour rendre sa décision, voire peut-être même l'hypothèse de début septembre. Voilà, je pense que vous avez pris note, bien évidemment, de l'ensemble de ces informations. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous remercier. Remercier à nouveau Maïla pour son assistance dans la prise en compte des questions et des réponses qui ont été apportées. Si vous n'avez pas d'autres sollicitations, n'hésitez pas encore à le faire. Hein. Je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention, votre assiduité, et puis vous souhaiter d'excellents congés, alors plus ou moins proches, selon vos calendriers, mais je pense que pour ce que nous avons vécu depuis le début de l'année, même sur une année d'activité septembre à juillet, extrêmement pleine, extrêmement forte, avec des rebondissements, et ces événements-là se reproduiront très certainement très prochainement. Donc, comme je le dis, nos métiers ne resteront pas inactifs, loin de là. Ils ne sont pas près de l'être. Voilà, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Merci de votre attention, votre présence. Merci beaucoup, Maïla.
Et je Merci. vous dis, voilà, un excellent septembre. été. À bientôt, un excellent été et à très bientôt au mois de septembre. Au revoir. Au revoir.